Le chapitre que nous allons aborder maintenant, chapitre 3, concerne surtout l'origine et la classification des excipients. À l'instar des principes actifs que nous avons fini au dernier cours, nous allons pouvoir aborder donc ce chapitre et nous parlerons essentiellement du caractère d'inertie des excipients. Nous prendrons quelques exemples choisis pour montrer l'importance de ces excipients. Et enfin, nous allons les classer un tout petit peu, comme on a classé les principes actifs en fonction de leurs origines et surtout aussi en fonction de leur structure chimique. Donc, les excipients, à l'instar des principes actifs, ont un rôle très important dans les médicaments. En effet, les excipients vont participer à la conception, à la fabrication, à la conservation et à l'administration du médicament. Et je vous ai dit en début de cours que le pharmacien était l'expert de la matière. En ce sens, le pharmacien doit connaître la toxicité éventuelle des excipients s'il en existe une, leur tolérance, leurs propriétés physico-chimiques, leur fonctionnalité et leur domaine d'application. Voyons d'abord la notion de caractère d'inertie des excipients. Un excipient, par définition, n'a pas d'action pharmacologique propre. Donc, c'est une substance qui doit avoir une inertie totale. Inertie de l'excipient vis-à-vis du principe actif. Il ne faudrait pas qu'une interaction physico-chimique vienne détériorer le principe actif venant de l'excipient. L'excipient doit être inerte vis-à-vis du patient, donc pas d'action pharmacologique. Et également, on réclame une inertie vis-à-vis du conditionnement primaire, de l'emballage primaire, en ce sens que le principe actif ne doit pas, on va dire, attaquer l'intérieur du conditionnement primaire. De la même manière, il ne faudrait pas que des substances passent de ce conditionnement primaire vers le médicament. Cette notion d'inertie étant donc claire pour tout le monde, nous allons voir maintenant les principaux rôles des excipients. J'ai choisi de les illustrer par 5 points. On va voir comment les excipients permettent la préparation du médicament. On va montrer comment les excipients peuvent permettre et faciliter l'emploi du médicament. On verra que certains excipients permettent la conservation du médicament. Action encore plus noble, on verra que les excipients sont capables de moduler la libération du principe actif à partir de son support. Et même cette libération peut être modulée et même influencer la notion de distribution du principe actif dans l'organisme. On va commencer par voir un peu le rôle des excipients quant à la préparation du médicament. J'ai choisi pour illustrer ce rôle des excipients un principe actif qui est donc la caféine, qui est utilisé donc sous forme de solution injectable. Il se trouve que la caféine n'est pas très soluble dans l'eau froide. Et donc, pour faire une préparation qui sera éventuellement injectée par voie intraveineuse, il faut absolument avoir une solution de caféine. Pour cela, il suffit d'associer la caféine au benzoate de sodium et donc on obtient ainsi un complexe qui est très soluble dans l'eau et on peut ainsi préparer une solution injectable de caféine. Une remarque importante, vous avez dû voir au cours de Françoise Tan que le passage des principes actifs, le passage des membranes biologiques des principes actifs et le passage des membranes biologiques par le principe actif ne peut se faire que pour un principe actif sous forme moléculaire, donc en solution. C'est pour ça que c'est un vrai challenge aujourd'hui pour tout ce qui est donc du domaine de la pharmacie galénique, d'essayer de rechercher toutes les méthodes possibles pour permettre le passage en solution des principes actifs peu ou pas solubles dans l'eau. Le deuxième rôle que je souhaite voir avec vous, c'est donc le rôle de l'excipient qui facilite l'emploi du médicament. Si un patient, par exemple, a des difficultés de déglutition d'une forme galénique solide, telles que les comprimés et les gélules, il est préférable pour ce type de patient d'élaborer des formes pharmaceutiques faciles à ingérer. Et je prends pour exemple la fabrication d'un comprimé effervescent. Bien entendu, on a un comprimé qui sort de la boîte de médicaments, mais ce comprimé sera introduit dans un verre d'eau, l'effervescence le mettra en solution et le patient pourra donc ingérer un liquide à la place du comprimé. Le troisième rôle que je vais évoquer avec vous, c'est la
conservation du médicament. Certains principes actifs ou certains médicaments sont fragiles à la conservation. En particulier, certains principes actifs sont sensibles à l'oxydation. Ces principes actifs-là doivent être protégés et donc il faut rajouter dans le médicament un conservateur, par exemple antioxydant, qui protégera donc le principe actif contre toute action de l'oxygène de l'air. Également, certains principes actifs certains médicaments sont susceptibles d'être contaminés par des micro-organismes. Dans ce cas-là, on va souvent mettre dans le médicament un conservateur antimicrobien qui se chargera donc de protéger le médicament au cours de son utilisation. Voyons maintenant un autre point intéressant du rôle des excipients dans l'élaboration des médicaments. Ici, cet exemple est très intéressant parce qu'il concerne ce qu'on appelle des formes galéniques à libération différée, des comprimés à libération différée qui vont être administrés par voie orale. Dans ce type de comprimé, on ne souhaite pas que le principe actif soit libéré dans l'estomac. Et le principe actif ne doit être libéré que quand le médicament arrive au niveau de l'intestin. Ceci peut être désiré parce que le principe actif est très instable en milieu acide et s'il était libéré dans l'estomac, le principe actif se dégraderait et il n'y aurait pas l'action du médicament. Comment est-ce qu'on peut arriver à protéger donc ce principe actif de l'acidité gastrique? Tout simplement, on va prendre un comprimé contenant ce principe actif et on va déposer par-dessus une membrane, un film polymère avec une substance polymère qu'on appelle donc un polymère gastro-résistant. Cet enrobage, donc cette membrane polymère autour du comprimé, va résister en milieu acide, c'est-à-dire à des pH qui vont aller de 1 à 3. Et dès que le médicament franchit le pylore et rentre dans le duodénum, le polymère en question va se dégrader, va se détruire, et donc le comprimé nu va se retrouver donc dans la lumière intestinale et pouvoir libérer son principe actif. Donc voilà un rôle important de l'excipient qui permet de protéger éventuellement un principe actif qui se dégraderait en milieu acide. Un autre exemple intéressant, c'est la possibilité de fabriquer ce qu'on appelle des formes à libération prolongée. Donc ici, ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois que le patient a pris son médicament, que le principe actif sorte lentement, progressivement pendant un temps très long de son support avant d'arriver donc d'être absorbé et d'arriver dans la circulation générale. Ce type de médicament est souvent nécessaire pour des gens qui prennent beaucoup de médicaments, qui devraient prendre beaucoup de médicaments dans la journée et sur un long terme. Donc, pour faciliter la vie de ces patients, il est souhaitable de leur donner un médicament qui va agir pendant 4, 5, 6, 7, 8, voire 12 heures. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? On peut y arriver en utilisant ces petites billes que vous voyez sur le transparent. Il s'agit en fait de toutes petites billes sphériques sur lesquelles on a collé le principe actif à la surface et sur cette bille associée au principe actif, on va redéposer comme précédemment une membrane polymère, une petite couverture de polymère et cette membrane a la propriété de ne pas se défaire ni en milieu acide ni en milieu alcalin, mais en revanche cette membrane est capable d'accepter la formation de pores au fur et à mesure où le médicament descend dans le tube digestif et c'est donc à travers ces pores que vont sortir le principe actif dissous dont le schéma qui est là vous indique très bien donc la petite sphère avec à l'intérieur le médicament, tout autour la membrane insoluble à tout pH mais perméable et dans les liquides biologiques, dans le suc digestif, l'eau va rentrer dans cette petite bille, va dissoudre le principe actif qui ressortira par convection à travers les pores. Donc ce type de médicament permettra d'avoir une action sur une durée très très longue et donc vous voyez que pour faire ce type de membrane, on va utiliser un excipient qui s'appelle l'éthylcellulose, donc qui va faire une membrane qui est imperméable, qui est insoluble à tout pH, mais perméable tout au long du tube digestif. Le dernier exemple que je voudrais vous présenter concerne la possibilité de moduler la libération et la distribution d'une substance active à partir de son support. Il s'agit là d'un exemple assez pointu qui montre l'importance de la pharmacie galénique dans la libération du principe actif.
Dans les cas précédents, on a vu que les formes galéniques permettaient de contrôler la libération du principe actif. Une fois que ce principe actif a été libéré et se retrouve dans le torrent circulatoire, il va suivre donc ce torrent circulatoire qui l'amènera où il veut. Dans le système qu'on va décrire, la forme galénique ne se contente pas d'amener le principe actif comme forme galénique, mais va orienter son trafic dans l'organisme. On parle de vectorisation. En d'autres termes, la vectorisation aura donc pour objectif de maîtriser la distribution du principe actif dans l'organisme grâce à un vecteur qui va donc conduire ce principe actif vers un site choisi. Ces vecteurs médicamenteux sont en général des toutes petites sphères de petite taille ou des toutes petites vésicules de taille nanométrique, variant entre 50 et 400 nanomètres. Dans ces petites particules, on va donc y introduire le principe actif, et donc c'est ce vecteur qui se présente souvent sous la forme de suspension colloïdale. Ce sont ces vecteurs qui vont donc conduire le principe actif vers un site d'action possible. Donc, après administration de ces vecteurs dans le torrent circulatoire, le vecteur, en fonction de sa configuration, en fonction de comment on l'aura designé, comme on dit, le vecteur ira vers une cible thérapeutique choisie. Vous avez sur ce transparent un exemple de vecteur. J'ai choisi les liposomes parce que ce sont des vecteurs, donc des vecteurs synthétiques, qui sont déjà associés à des principes actifs et qui existent dans des médicaments qui sont commercialisés. Les liposomes sont des vésicules à base de phospholipides. Ces phospholipides s'organisent en bicouches et délimitent un compartiment central aqueux qui peut accueillir des principes actifs hydrophiles. Donc vous voyez sur ce schéma les phospholipides qui vont former dans ces bicouches et qui vont donc circonscrire un milieu aqueux dans lequel est contenu le principe actif. Le schéma qui est actuellement présenté montre un liposome très particulier, un liposome dont la surface a été décorée. Alors cette décoration est intéressante parce qu'il s'agit sur un liposome basique de déposer à la surface ou de fixer à la surface de ce liposome des filaments de polyéthylène glycol. Ces filaments de polyéthylène glycol vont rendre la surface du liposome très très hydrophile et la conséquence c'est que ces liposomes vont circuler plus longtemps dans le torrent circulatoire. Pourquoi? Parce que ces liposomes qui ont une surface hydrophile ne seront pas captés, opsonisés par les macrophages. Donc, je n'insiste pas trop sur cette explication, mais simplement, sachez que si on voudrait que ces liposomes circulent très longtemps et la chance est éventuellement d'aller vers un tissu malade, un tissu cancéreux par exemple, il faut le protéger contre l'opsonisation par les macrophages. Et donc vous voyez que là, la pharmacie galénique a designé, a fabriqué un liposome très particulier qui permettra ainsi une résistance vasculaire prolongée du liposome. Et donc l'objectif final, c'est éventuellement de fixer sur ce liposome des éléments de reconnaissance qui permettront à ce liposome d'aller vraiment vers un site qui exprimerait quelque chose que pourra reconnaître le liposome contenant le médicament. Donc, à ce stade de notre discussion, je voudrais être convaincu que vous avez saisi l'importance de la pharmacie galénique dans l'élaboration des médicaments. On a vu le rôle de la forme galénique, on a vu le rôle des excipients. Donc, maintenant, nous allons pouvoir, à l'instar des principes actifs, classer ces excipients en fonction de leur origine, soit minérale ou organique, également en fonction de leur classification chimique. Ce mode de classification est pertinent car les excipients sont souvent des substances chimiques. Il est intéressant de voir leur formule et leurs conséquences, leur interaction avec le milieu dans lequel ils seront utilisés. Donc en fait, nous allons classer les excipients en fonction de leurs origines. On va commencer par voir les excipients d'origine minérale. On verra des excipients minéraux liquides et semi-solides. Ensuite viendront les excipients minéraux
solides. Et enfin, nous terminerons par les excipients d'origine organique. Commençons par les excipients d'origine minérale. On ne verra pas tous les excipients. J'ai choisi pour les excipients minéraux liquides de vous parler de l'eau et des paraffines liquides. Commençons donc par l'eau. Il existe plusieurs eaux utilisées en pharmacie. Parmi ces eaux, il existe plusieurs eaux utilisées en pharmacie, mais avant de les citer, voyons quelques généralités qui concernent donc ce puissant solvant qui est abondant dans la nature, à coût modéré, qu'il faut visiblement protéger aujourd'hui à cause du gaspillage. C'est une source naturelle, donc on a de l'eau brute, de l'eau de mer. Cette eau est souvent contaminée avec des particules en suspension, des colloïdes, des polluants organiques, des pesticides, des gaz et autres micro-organismes. Donc pour utiliser cette eau en pharmacie, il est nécessaire de la purifier. Donc, on va voir rapidement les principales méthodes de purification de l'eau. Il en existe plusieurs, parmi lesquelles la déminéralisation, la distillation, l'osmose inverse et l'ultracentrifugation qui sont les 4 principales méthodes de purification de l'eau. Commençons par la déminéralisation, c'est-à-dire la technique par les échangeuses d'ions. Cette technique est relativement simple. Elle consiste à faire passer l'eau sur un lit de particules sphériques, encore appelé grains de résine. Les échanges ont lieu de la manière suivante. Les ions H+ de la résine sont échangés contre les cations de l'eau. Les ions OH- de la résine sont échangés contre les anions de l'eau. On distingue donc 2 types de résines, des résines cationiques qui retiennent les cations et des résines anioniques qui retiennent les anions. À titre d'exemple, si vous avez une eau salée à déminéraliser, il est conseillé d'utiliser 2 types de résines. Si je prends la figure de gauche, donc on a une eau salée. Si on passe l'eau salée sur une résine cationique, on retiendra bien entendu le sodium du sel, mais on obtiendra une eau qui contient de l'acide chlorhydrique, donc une eau acide. Cette eau acide, si on la repasse une résine anionique, on retiendra bien entendu le chlore et à la fin, on aura une eau qui sera neutre. De la même manière, on peut inverser les choses. Si on commence par une résine anionique, on obtiendra une eau plutôt alcaline. Si on repasse l'eau alcaline sur une résine cationique, on obtiendra donc ainsi de l'eau neutre. Donc, en général, on va donc utiliser une succession de résines cationiques et anioniques pour pouvoir purifier une eau. La deuxième technique que nous allons voir est la distillation. C'est un processus qui est connu, qui est très ancien et qui va procéder en 2 étapes. La première étape consiste à chauffer l'eau jusqu'à évaporation ou vaporisation sous la forme de vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau va être refroidie et être condensée pour donner de l'eau pure. Vous avez représenté sur ce schéma un distillateur de laboratoire avec donc 2 compartiments. Un compartiment bouilleur dans lequel on va faire bouillir de l'eau. Ce compartiment est surmonté par une colonne avec des chicanes. Ce sont des chicanes qui auront pour objectif simplement d'empêcher le passage de fines gouttelettes d'eau dans la tubulure qui mène vers le deuxième compartiment, qui est donc le compartiment de refroidissement. Et donc, on obtiendra à la fin une eau pure. Quand il faut produire de l'eau à l'échelle industrielle, on ne peut pas se contenter d'un petit distillateur de laboratoire. On utilise des appareillages beaucoup plus conséquents. Et ici, vous avez un appareil industriel qui est un distillateur à multiples effets. Et donc, il va produire une eau en quantité plus importante avec des rendements élevés. Alors, c'est un appareil qui a l'air compliqué comme ça, mais en fait, il est très simple. Ici, vous voyez qu'à la différence d'un distillateur de laboratoire, il y a 2 bouilleurs, un bouilleur numéro 1, un bouilleur numéro 2,
et un troisième compartiment où se trouve le condenseur et le refroidisseur. Le bouilleur numéro 1 va permettre de chauffer l'eau à une température supérieure à 100 degrés, donc typiquement 120 degrés si on se met à une pression atmosphérique supérieure à la pression atmosphérique normale. Donc là, la pression c'est environ 2 atmosphères. Donc à cette pression, on peut chauffer de l'eau à une température supérieure à 100 degrés. Donc on va envoyer donc par le serpentin que vous voyez. Le serpentin va amener ce taux dans le bouilloire numéro 2. Comme ce serpentin contient une vapeur d'eau qui est supérieure à 100 degrés, à 120 degrés typiquement, cette chaleur-là permettra de faire bouillir l'eau du bouilleur numéro 2. Et donc, déjà, première économie d'énergie, on n'est pas obligé de chauffer le bouilleur numéro 1 puisque c'est la vapeur d'eau issue du bouilleur numéro 1 qui va chauffer l'eau du bouilleur numéro 2. Donc, économie d'énergie. Donc, autre chose, c'est que l'eau du serpentin qui arrive dans le bouilleur numéro 2 peut repasser, si l'on le souhaite, dans le bouilleur numéro 2. Donc, ce taux qui a déjà été chauffé sera rechauffé à nouveau, et donc on peut obtenir ainsi une eau qui est bidistillée, donc distillée 2 fois. Donc, grâce à cette installation, il est possible de fabriquer de l'eau en grand rendement et surtout de fabriquer une eau très très pure, une eau bidistillée, débarrassée de tous les contaminants. La troisième technique est l'osmose inverse. L'osmose inverse est une technique qui a été en fait mise au point d'après ce que j'ai lu par la NASA pour filtrer l'urine des cosmonautes afin qu'ils puissent récupérer de l'eau pure pendant leur séjour dans l'espace. Donc vous voyez que la recherche spatiale peut mener à beaucoup de choses. Donc le principe est le suivant. Vous avez déjà vu d'ailleurs les phénomènes d'osmose dans les cours de mes collègues. Ici, on va simplement aller droit à l'application. En fait, ici, il s'agit de faire passer l'eau d'un compartiment concentré vers un compartiment dilué. Donc, on va aller à l'inverse de l'osmose que vous connaissez. Donc, si on applique par exemple une pression supérieure à la pression osmotique sur le compartiment contenant de l'eau salée, et si entre les deux compartiments, il est apposé ce qu'on appelle une membrane semi-perméable, eh bien, l'eau pure passera de l'autre côté de la membrane et les sels resteront du côté le plus concentré. Donc, vous voyez, c'est l'inverse de l'osmose normale. Donc, cette technique permet donc de fabriquer de l'eau en forçant l'eau pure à passer de l'autre côté de la membrane semi-perméable et en laissant tous les sels de l'autre côté. Ce type de procédé utilise donc une membrane semi-perméable. Cette membrane peut être à base de triacétate de cellulose ou de polyamide avec des pores très très fins qui vont aller de 0,2 à 0,3 nanomètres. En général, ce type de membrane va permettre d'arrêter jusqu'à 98% de substances organiques. Des bactéries, des pyrogènes sont également éliminés. Cependant, les gaz peuvent passer. Les pressions qu'on va exercer pour pouvoir filtrer de l'eau sont importantes, surtout quand on a une eau très salée. Par exemple, pour l'eau de mer, il faudra monter à des pressions de l'ordre de 80 bars. La troisième technique pour purifier l'eau est la technique d'ultrafiltration ou ultrafiltration tangentielle. C'est une technique qui va utiliser également une membrane qu'on appelle membrane d'ultrafiltration. Cette membrane a la caractéristique d'avoir des pores indéformables, on appelle encore des pores à seuil de coupure, et donc ces pores sont compris en détail qui vont aller jusqu'à 0,02 micromètres. Avec un seuil de coupure de 0,02 micromètres, on peut arrêter des substances organiques, des pyrogènes et des bactéries. Alors, comment ça marche l'ultrafiltration tangentielle ? Simplement, on a donc deux compartiments qui sont séparés donc par cette membrane d'ultrafiltration. De part et d'autre de cette membrane, il y a une différence de pression.
Et donc l'eau est envoyée dans un compartiment de la membrane et la différence de pression va faire que l'eau pourra passer de l'autre côté de la membrane. Et donc comme cette membrane a un seuil de coupure bien fixe, toutes les particules au-dessus d'une certaine taille ne passeront pas. Et donc en fait on pourra recueillir donc un perméat qui contient donc de l'eau pure et le rétentat sera soit recyclé, soit éliminé. Donc nous avons vu donc là les 4 méthodes de purification de l'eau, la déminéralisation, la distillation, l'osmose inverse et l'ultrafiltration. Si on veut commenter ces 3 techniques, on peut dire que la déminéralisation est une technique très efficace pour enlever tout ce qui est sels minéraux. On enlève les cations, les anions, mais c'est une technique qui n'est pas très efficace pour éliminer les autres contaminants que sont les colloïdes, les particules dissoutes ou les micro-organismes. En revanche, la distillation, l'osmose inverse, l'ultrafiltration sont des techniques efficaces pour éliminer l'ensemble des contaminants de l'eau. Je vous fais remarquer que la pharmacopée européenne indique que seule la méthode de distillation est autorisée pour la préparation de l'eau pour préparation injectable que nous verrons dans un chapitre prochain. On peut remarquer qu'aucune de ces méthodes n'est efficace à 100% pour éliminer les gaz et qu'il est intéressant de coupler par exemple la déminéralisation qui va enlever un certain nombre d'ions, de coupler cette déminéralisation aux techniques de distillation, d'osmose inverse, d'ultrafiltration pour avoir une eau qui sera purifiée beaucoup plus facilement. Maintenant qu'on a vu les méthodes de purification de l'eau, nous allons voir rapidement les différentes eaux décrites à la pharmacopée européenne. La première eau est l'eau purifiée, aqua purificata. C'est une eau en vrac qui est destinée à la préparation des médicaments autres que ceux qui doivent être stériles et exempts de pyrogènes. Donc c'est une eau préparée par distillation, par échangeuse d'ions. Et en général, on prépare cette eau à partir d'une eau destinée à la consommation humaine. Les caractéristiques de cette eau purifiée sont limpidité, incolore, inodore, insipide. En général, il y a une normalisation des taux de nitrate, de métaux lourds, d'aluminium, d'endotoxines bactériennes dans cette eau. La deuxième eau décrite par la pharmacopée, c'est l'eau purifiée conditionnée en récipient. C'est une eau purifiée en vrac qui est répartie en récipient et conservée dans des conditions visant à assurer la qualité microbiologique requise sans additifs. Les caractéristiques de cette eau purifiée sont également pratiquement les mêmes que celles de l'eau purifiée, donc limpide, incolore, inodore, insipide. L'alcalinité, les substances oxydables, les chlorures, l'ammonium, le magnésium et puis la contamination bactérienne sont également normées. La pharmacopée définit également l'eau pour préparation injectable. C'est une eau qui est destinée à la préparation des médicaments, soit pour administration parentérale à véhicule aqueux, au PPI en vrac, soit à la dissolution ou à la dilution de substances pour préparation à administration parentérale, eau stérilisée pour préparation injectable. La méthode de préparation, on l'a dit, pour la pharmacopée européenne, c'est la distillation. Cette eau est limpide, incolore, inodore, insipide et satisfait aux essais de l'eau purifiée. Les caractéristiques particulières de cette eau sur le plan microbiologique, c'est que cette eau ne doit pas contenir plus de 10 micro-organismes viables pour 100 ml et également la concentration en endotoxines bactériennes est de 0,25 unités internationales endotoxines par millilitre. Les caractéristiques physiques de cette eau sont une conductivité maximum de 1,1 microsiemens par centimètre à 20 degrés et sa teneur en carbone organique total doit être au maximum égale à 0,5 mg par litre. Enfin, la pharmacopée définit ce qu'on appelle eau stérilisée pour préparation injectable. Ici, il s'agit d'une eau PPI
en vrac qui est réparti dans des récipients appropriés qui sont ensuite fermés puis stérilisés par la chaleur. Ceci se fait dans des conditions telles que l'eau reste conforme aux exigences en endotoxines bactériennes. Eau exemple d'additif, eau limpide et incolore, conductivité 25 microsiemens par centimètre, pas plus de 5 microsiemens pour des récipients de plus de 10 millilitres. Pas de contamination particulière. Ce taux doit satisfaire à condition de stérilité et sa concentration limite en endotoxine est de 0,25 unités internationales endotoxine par millilitre. Des remarques importantes concernant l'eau en tant qu'excipient pharmaceutique. On a vu beaucoup de choses. Que faut-il retenir de cette série de diapositives? On va dire que concernant les méthodes de purification de l'eau, il est important de connaître les différentes méthodes utilisées pour purifier l'eau, de connaître les principes et les mécanismes qui sont mis en jeu dans chaque méthode, et surtout d'être capable de comparer les performances de chaque méthode vis-à-vis des contaminants à éliminer. Il n'est pas nécessaire de retenir les valeurs chiffrées telles que la taille des pores des membranes utilisées ou les pressions exercées au cours de la purification par osmose inverse ou par ultrafiltration. Ce sont des chiffres qu'on retrouve dans tous les ouvrages, donc ne pas les retenir. Concernant par exemple les eaux décrites à la pharmacopée européenne, là aussi il faut plutôt retenir les différentes eaux qui sont citées à la pharmacopée européenne, être capable d'énumérer les caractéristiques macroscopiques telles que la limpidité, si l'eau est incolore, d'énumérer les caractéristiques physico-chimiques telles que la conductivité, et surtout de savoir si une eau présente des propriétés microbiologiques particulières. Par exemple, est-ce qu'il faut contrôler le taux d'endotoxine? Est-ce que l'eau doit être stérile? Voilà ce qu'il faut retenir et en aucun cas ne pas retenir les chiffres, les valeurs telles que les valeurs de la conductivité, les taux en endotoxine. Donc voilà, retenir plutôt les choses, on va dire, intéressantes, mais pas les chiffres qui sont donnés dans ce chapitre. Avant de poursuivre donc la connaissance des excipients, je vais faire une mise au point importante. Donc les excipients qu'on va voir maintenant sont très nombreux. Bien entendu, on ne va pas les détailler et surtout, je vous demande d'apprendre ces excipients en les inscrivant dans la notion de forme galénique et des voies d'administration, bien entendu. Il ne s'agit pas d'apprendre les excipients les uns après les autres, mais de comprendre que ces excipients sont là pour aider le principe actif à avoir son activité. Abordons donc la classification de ces excipients et nous allons commencer par les excipients minéraux, liquides ou semi-solides. Parmi ces excipients qui sont dérivés des hydrocarbures figurent deux principaux excipients que sont la paraffine liquide et la vaseline. Ces deux excipients qui sont caractérisés par une inertie chimique importante et qui seront très utilisés dans la fabrication des formes galéniques liquides et semi-solides pour application cutanée. Parmi les excipients minéraux solides, on peut citer le chlorure de sodium, très utilisé pour équilibrer la pression osmotique des préparations pour usage parentéral. Les sels de calcium, en particulier les phosphates diéthylcalciques, sont utilisés comme diluants dans la fabrication des gélules et des comprimés. La silice colloïdale anhydre est utilisée comme agent d'écoulement des poudres et des granulés pour faciliter donc l'écoulement de ces granulés dans les appareils de distribution. Le talc et le stéarate de magnésium sont des excipients qu'on appelle des lubrifiants. Et nous verrons plus tard dans le cours que ces lubrifiants sont utilisés pour faciliter la fabrication des gélules et des comprimés. Enfin, le dernier excipient solide minéral que nous allons voir, c'est l'oxyde de titane, qui est un pigment blanc, qu'on appelle également un opacifiant, et qui est utilisé dans la fabrication des comprimés et parfois dans les dentifrices.
Passons maintenant aux excipients d'origine organique. C'est une classe importante, les excipients d'origine organique. Nous allons voir les excipients qui sont dérivés des alcools. Et parmi ces excipients dérivés des alcools, il y en a 3 qu'on va voir en premier lieu. Il s'agit de l'éthanol, du propylène glycol et du glycérol. Ces excipients sont essentiellement utilisés comme solvants non aqueux hydrophiles qu'on va utiliser dans les préparations pour les voies d'administration orale, cutanée et parentérale. Donc 3 excipients qu'on retrouvera très très souvent dans beaucoup de formes pharmaceutiques. Le 4e excipient dérivé des alcools sont constitués par les polyoxyéthylène glycols, encore appelés macrogols. Ce sont des excipients qui sont dérivés des alcools, bien entendu, et qui sont caractérisés par le fait que ce sont des polyalcools synthétiques de type polymère. En effet, en fonction des masses moléculaires de ces excipients, on va distinguer des macrogols liquides, de masse moléculaire faible, en général entre 200, 300, 400 et 600. À partir de masses moléculaires élevées, à partir de 1000 par exemple, les macrogols sont des solides plus virulents, c'est-à-dire des solides sous forme de poudre, ou des semi-solides. Ces macrogols sont utilisés pour ceux qui sont liquides comme des solvants dans les formes pharmaceutiques liquides et comme excipients pour les formes pharmaceutiques solides et semi-solides pour les macrogols à partir de masse moléculaire 1000. Passons maintenant sur les excipients dérivés des esters. Dans cette classe d'excipients, qui sont en général donc des esters, d'alcool et d'acide carboxylique à longue chaîne, on peut citer les glycérides, qui sont des esters du glycérol et des acides gras. Le glycérol étant un trialcool, l'estérification peut se faire sur un alcool. Dans ce cas, on a un monoglycéride. Si c'est sur 2 alcools, on aura un diglycéride. Et si c'est sur 3 alcools, on aura donc un triglycéride. En général, cette classe d'excipients est constituée d'un mélange de mono, de di et de triglycérides. Leur application principale, c'est comme utilisation dans la fabrication des suppositoires. Ce sont donc des excipients pour faire des suppositoires qui seront destinés à fondre dans l'ampoule rectale. Autre exemple de glycéries, ce sont les huiles végétales, qui sont des huiles végétales purifiées. Il s'agit par exemple de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coton. Ces excipients sont utilisés comme solvants non aqueux lipophiles pour les préparations à usage parentéral ou comme excipients de phase lipophile dans la préparation des émulsions et des crèmes. Une autre classe dérivée des esters est constituée par les cires ou les cérides. Là, il s'agit des esters d'alcool gras à longue chaîne et des acides gras à longue chaîne également. Les cires sont en général des composés qui sont solides ou semi-solides à l'état naturel et à température ambiante. Leur utilisation, c'est surtout dans la fabrication des pommades. Par exemple, la cire d'abeille, qui est une cire blanche, est utilisée pour augmenter la viscosité ou la consistance, des préparations à usage cutané. Le deuxième exemple de cire très utilisée en pharmacie, c'est la lanoline, qui est en fait une graisse de la laine de mouton. C'est un excipient particulier parce que, en même temps que c'est une matière lipophile, grasse, c'est une matière qui est capable d'absorber 2 à 3 fois son poids d'eau. C'est ainsi que la lanoline est utilisée pour incorporer les solutions aqueuses de principe actif dans des pommades lipophiles. Passons maintenant à une autre classe d'excipients qui sont les excipients dérivés des glucides. Parmi ces excipients dérivés des glucides, on peut citer en premier lieu le saccharose, qui est extrait de la canne à sucre ou de la betterave. Le saccharose est un disaccharide qui est constitué de glucose et de fructose.
C'est un composé bien entendu très sucré et qui sera utilisé surtout comme excipient pour la fabrication des sirops. Le deuxième dérivé des glucides que nous allons voir, c'est le lactose. C'est également un disaccharide qui est constitué de galactose et de glucose. Il est extrait du lait de vache. À l'état sec, c'est une poudre utilisée particulièrement comme diluant dans la fabrication des gélules et des comprimés. Un autre dérivé des glucides, c'est les amidons. Les amidons sont constitués d'amylose et d'amylopectine. On peut considérer que ce type de dérivé de glucides est un polymère puisqu'il est constitué de chaînes d'alpha-glucose, donc ils sont donc regroupés sous le terme amylose et amylopectine. Ce sont donc des glucides de masse moléculaire importante. Les sources d'amidon utilisées en pharmacie sont nombreuses. Il s'agit essentiellement des amidons qui proviennent du maïs, du riz, de la pomme de terre ou du blé. Leur utilisation principale, ce sont des diluants pour la fabrication des gélules et des comprimés. Ce sont également des agents de désagrégation des comprimés. Nous verrons ce que ça veut dire plus loin dans le chapitre concernant les comprimés. On peut également utiliser les amidons comme des agents liants pour la fabrication des comprimés également. Et dans ce cas particulier, l'amidon est introduit dans de l'eau chaude pour former une espèce de gel. Et c'est ce gel qui permettra donc de coller les particules de poudre dans le processus de granulation par la voie humide. Nous verrons ça en détail dans les chapitres qui vont suivre. Un autre dérivé intéressant et très particulier des glucides est constitué par les cyclodextrines. Ces cyclodextrines sont constituées d'unités glucopyranose qui sont reliées entre elles par des liaisons osidiques en alpha 1,4. Les cyclodextrines de configuration spatiale rappellent celles d'un abat-jour, et cet abat-jour va définir une cavité interne qui est relativement apolaire et donc va accueillir dans cette cavité des molécules lipophiles, hydrophobes, alors que la partie extérieure de ces cyclodextrines est très hydrophile du fait des fonctions alcool primaires et secondaires qui se trouvent à l'extérieur de la cavité. Donc on a là une molécule très particulière qui a une cavité apolaire et qui a un extérieur très hydrophile. Alors à quoi ça va servir? Simplement, quand on a un principe actif qui n'est pas très soluble dans l'eau, il suffit d'insérer ce principe actif hydrophobe dans la cavité de la cyclodextrine qui, elle, est apolaire, et on obtient ainsi un composé d'inclusion, et ce composé d'inclusion va voir la solubilité du principe actif augmenter de manière, on va dire, artificielle, puisqu'en fait, l'eau voit l'extérieur de la cyclodextrine et le principe actif hydrophobe est caché à l'intérieur et caché dans la cavité de la cyclodextrine. Donc c'est un moyen de solubiliser certains principes actifs qui sont insolubles dans l'eau. Un autre dérivé des glucides est constitué par les celluloses. Ce sont des glucides de masse moléculaire élevée. La cellulose naturelle est obtenue à partir de plantes fibreuses. À partir de ces celluloses naturelles, on va pouvoir faire des modifications chimiques qui vont donner différents types de dérivés de cellulose et qui sont utilisés en pharmacie pour différentes applications. À titre d'exemple, la cellulose microcristalline sera utilisée comme diluant pour la fabrication des gélules et des comprimés. La méthylcellulose, elle sera utilisée comme un agent liant. En effet, c'est un polymère qui va gonfler dans l'eau, qui va former un gel et qu'on utilisera comme agent liant pour agglomérer les particules de poudre dans la méthode de granulation humide que nous verrons encore plus loin. L'hydroxypropylméthylcellulose, par exemple, sera utilisée comme un agent gélifiant pour la fabrication des gels hydrophiles.
Et un dernier exemple, c'est l'éthylcellulose, qui, lui, sera utilisé comme un agent ou un polymère pour faire de l'enrobage. Donc tout ça, nous verrons ça plus loin dans la fabrication des comprimés. Dernier dérivé des glucides que nous allons voir, il s'agit des gommes. Les gommes sont également des dérivés de glucides de masse moléculaire élevée. Ce sont donc des polymères de mannopyranose et de galactopyranose. Ces gommes sont des exudats résineux récoltés à partir de plusieurs plantes. C'est ainsi qu'on peut distinguer plusieurs types de gommes, la gomme arabique, la gomme goire, la gomme adragante ou la gomme caraya. Les gommes peuvent être utilisées comme diluants ou comme liants dans les comprimés à croquer ou à sucer. On peut également les utiliser comme agents viscosants dans la fabrication des suspensions. En conclusion, nous avons fait dans ce chapitre un survol rapide des principaux excipients utilisés en pharmacie. Nous avons vu pour certains leur rôle dans la fabrication des médicaments. Nous avons également vu tout au début de ce chapitre la classification des principes actifs. Et donc l'objectif c'est de vous montrer et de vous faire comprendre que le médicament, ça sera donc une association donc de principes actifs et d'excipients. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir aborder de manière beaucoup plus aisée le chapitre qui va suivre sur les principales formes galéniques et voies d'administration, puisque nous savons maintenant que les deux grands composants des médicaments, les principes actifs et les excipients, sont destinés à être mélangés pour obtenir un médicament de bonne qualité, d'activité pharmacologique démontrée, d'innocuité chez le patient.